Il y a trop de son, trop de bruit, trop de lumière. Vous voyez, un environnement comme aujourd'hui, là, à 16 heures, là, c'est pas vrai que je rentre à l'hôtel. Mais si je rentre chez moi avec mes enfants qui crient par-dessus ça, je deviens là, vraiment surchargée et j'ai besoin de me retirer. Alors, maintenant, je le sais, j'ai reconnu ça chez moi, je le nomme à mes enfants. Je m'excuse. Là, je te le dis, je vais être très impatiente. Tu le sais, maman est hypersensible. Aujourd'hui, voici la journée que j'ai eue. C'est difficile pour moi d'entendre crier. Je dois me retirer. Je m'excuse. Je t'aime encore, tu sais. Et les enfants, lorsqu'ils sont sécurisés, comprennent ça. Les enfants, lorsqu'ils sont sécurisés, si on lève le ton, généralement, ils vont nous rire au visage. Et là, on se dit, il y a quelque chose que j'ai manqué, hein? Assurément, il manque de respect. Voyons donc, ça c'est de l'adultomorphisme, hein? On regarde les enfants avec nos yeux d'adulte, on se dit, OK, il est vraiment mal éduqué cet enfant-là, il manque de respect, il me rit au visage. Quelle condescendance, mais non, il nous rit au visage, peut-être parce qu'il est humilié, parce que j'ai appuyé sur le bon bouton pour lui dire, non, on fait pas ça. Là, il a honte, il est humilié, et par son malaise, il va sourire, ou il va sourire tout simplement parce que il ne croit pas que vous êtes réellement méchant. Moi, quand je regarde mes enfants avec des gros yeux, là, puis je fais j'ai dit non. J'ai un de mes enfants qui pouffe de rire à chaque fois. Parce que dans sa tête, il se dit t'es pas réellement méchant, maman. Elle sait pas, ça me fait pas peur. Tu sais, ça m'insulte. Alors là, je me retire, je vais respirer, puis ensuite je reviens. Mais c'est signe qu'il est en pression, on vit beaucoup de stress, on est en épuisement, et on a vraiment le sentiment qu'on fait rien de bon. Là, les parents qui me disent moi, ça va pas, là. Mélanie, je te jure, je ne fais rien de bon présentement. Rien. Je suis impatiente, je suis pas bienveillante, je prends pas de temps pour mes enfants, ils me tapent sur les nerfs. À ce moment-là, je leur dis, là, à partir de maintenant, pendant une semaine, tu vas prendre des photos de tout ce que tu fais. Alors, tu te promènes avec ton téléphone et tu prends tout en photo et tu demandes à ton ou à ta partenaire de faire la même chose vis-à-vis toi. Parce que toi, tu as un certain regard, et ton partenaire a un autre regard. Alors, le moment où tu es en train d'accompagner ton enfant qui fait une crise parce qu'il ne veut pas mettre ses mitaines pour aller dehors, toi, tu ne penseras pas à prendre une photo. Mais ton partenaire, oui. Et lui te voit à genoux, en train de respirer et de dire « Je sais que tu n'as pas envie d'aller dehors. Je sais, je comprends que tu n'as pas envie d'aller dehors. Il faut mettre tes mitaines, Coco. » Lui, il le voit. Il le voit, ça. Il le prend en photo. À la fin de la journée, tu prends le temps de regarder chacune de ces photos-là avant d'aller au lit et prends conscience que tu as fait quelque chose de beau de ta journée. Même si tu as le sentiment que tu as pogné les nerfs, ta journée a été difficile, tu vas voir tout ce que tu as fait. Tu as pris le temps d'habiller tes enfants, tu as pris le temps de les nourrir, tu as peut-être même fait un repas super équilibré, puis tu as pris un 15-20 minutes pour mettre de ton cœur dans ce repas-là alors que tu n'avais pas du tout envie de faire à manger. Tu as pris le temps de jouer avec eux, même si tu te sentais déconnecté cette journée-là, puis tu avais la tête ailleurs. Tu étais assise au sol, en train de peut-être jouer à des blocs Lego, en regardant un peu ailleurs, mais tu étais là. Tu as fait un câlin à ton bébé qui pleurait, tu as allaité, tu es resté avec l'aîné jusqu'à l'endormissement. Ce sont tous des petites choses que tu fais au quotidien, que tu fais machinalement depuis que tu es devenu un père ou une mère, et que tu ne te rends pas compte que tu fais. Et ça, ce sont des actions qui sécurisent ton enfant. Alors, prends le temps de regarder chacune de ces photos-là. Et c'est sûr et certain, je vous le dis, 100% des cas où j'ai donné cet exercice-là, les parents sont revenus à me dire « Hey, c'est pas si pire. Je fais des belles affaires, finalement. » Tu as raison. Il y avait une situation dans la journée où moi, je me sentais complètement envahie. Le moment, justement, où j'étais assise au sol avec mon enfant, puis j'avais juste envie de pleurer, puis j'avais pas le goût d'être là, puis j'étais épuisée, puis que j'avais l'autre bébé au sein, puis que j'étais en train de jouer avec l'aîné, moi, je me sentais déconnectée, moi, je me sentais envahie émotionnellement, mais quand je regarde la photo, mon enfant sourit, il rigole, il est heureux d'être là, il me regarde avec des yeux pleins d'amour. Je me dis, bon, finalement, j'ai réussi à ne pas lui transmettre ces émotions désagréables que je vivais. On s'entend que c'est un bon coup dans ta journée. Hein? Alors, prends le temps de regarder tes photos et fais l'exercice jusqu'à ce que ça soit intégré à l'intérieur de toi, que tu réussis à faire des belles affaires dans une journée. Et oui, il y en aura des journées que tu vas dire « Ah, c'était pas la meilleure, c'est pas grave. » Autocompassion, comme on disait, hein?
tu te flattes, tu te fais un gros câlin, et un vrai câlin, là. On se fait un câlin physiquement. Je vous dis, on a l'air un peu cinglé, mais tu te fais un vrai câlin. Et tu te donnes de l'amour. Et tu te dis, demain, ça ira mieux. Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, je me sentais à 50% de ma capacité. Mais est-ce que j'ai donné 100% de mon 50%? Si la réponse est oui, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu ne peux pas toujours donner ton 120%. On parlait d'auto-compassion. Je t'ai vu réagir. Elle parlait des groupes de mamans et tout ça. Vous ne sentez pas que vous avez cet appui-là ici en Belgique? Tu parlais des groupes français, belges, des groupes de parents. Déconstruire et reconstruire. Hein? Moi, je dis casser le moule. Hein? Exact. Mais c'est pas évident. On ne peut jamais casser un moule complètement. C'est comme ça qu'on s'est construit. Puis, on ne peut pas vouloir aux générations antérieures parce que non seulement on n'avait pas toutes ces connaissances-là, mais c'est très récent dans notre histoire qu'on reconnaît, ne serait-ce que le bébé vit des émotions, que le bébé est un être humain à part entière. Moi, quand j'ai écrit « Soyez expert de votre bébé » en 2019, ça faisait 3 ans que je donnais cette conférence-là à la grandeur du Québec. Et il y avait beaucoup de grands-parents dans mes salles. Ils venaient me voir à la fin à me dire « Je n'en reviens pas qu'on ne savait pas ça. » J'avais envie de prendre mon enfant dans mes bras pour l'endormissement. Mais j'ai eu 3, 4, 5, 6 enfants et je ne l'ai jamais fait. Parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. Parce qu'on m'a dit que mon bébé n'avait pas ce besoin-là. Jusque dans les années 80, au Québec, je ne sais pas pour vous en Europe, mais nous au Québec, on ne reconnaissait pas non seulement que le bébé ne vivait des émotions, mais que le bébé vivait de la douleur. Maintenant, moi j'ai été à l'hôpital. Oui. Mon bébé était un grand FGO et à l'hôpital, à ses 3 mois, j'ai dit ça ne va pas. Il m'a dit non, il ne ressent pas la douleur, son cerveau n'est pas connecté. Non. Si, encore maintenant on me l'a dit. Après j'ai vu un autre médecin dans le même hôpital qui s'est excusé au nom de l'hôpital en disant que ça ne se disait pas que c'était faux. Mais il y a encore maintenant aujourd'hui ces croyances qui sont dans le monde médical. Donc c'est terrible. J'en reviens pas d'entendre ça. C'était un hôpital pour enfants universitaires. Donc Oh. Si, je peux le dire. Les gens vont se dire pourquoi ça se prend comme ça. T'es de l'ancienne génération. C'était toute jeune. Ah oui, en plus. Oui, le problème. Mais c'est atroce. Et là, ton enfant, quel âge t'as accouché? Maintenant, il a 4 ans et demi et des exigences médicales horribles. On en a encore. Enfin, mon enfant est neuroatypique, il est autiste. Et le monde médical est horrible avec les enfants neuroatypiques encore plus. C'est une non-reconnaissance totale et ce côté, il faut casser. De savoir que dans les années 80, on concevait que les bébés ne vivaient pas de douleur au Québec, mais de savoir que c'est encore un message véhiculé ici, en Belgique, j'en reviens tout simplement pas. Et c'est très, très grave ce que ça peut conduire comme comportement, parce qu'au Québec, dans les années 80, justement, on faisait des opérations à cœur ouvert sur des bébés sans anesthésie. C'est épouvantable ce que ça a pu avoir comme impact. Alors, de se dire qu'un bébé ne vit pas de douleur, ça veut dire que cette personne-là, ce professionnel de la santé, on s'entend, il faut le nommer quand même, ce professionnel de la santé est très loin de s'imaginer qu'un enfant peut vivre des émotions. Si tu ne vis pas de douleur, tu ne vis pas d'émotions. Alors, on est très loin de l'accompagnement socio-affectif de l'enfant. Ce que ça peut avoir comme impact sur son développement, c'est épouvantable. Moi, je tombe en bas de ma chaise d'entendre ça. Et là, on parle en quelle année? Il y a 4 ans et demi. Oui, c'est ça, il y a 4 ans. Ça. Donc en 2017. Demain, c'est possible aussi demain. Comment? C'est possible aussi demain. Oui, il y en a encore comme ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut marteler le message de la parentalité sécurisante. Il faut que... Moi, j'ai travaillé longtemps en négligence parentale. C'était mes premières expériences en intervention. C'est là, justement, que j'ai eu cette piqûre de l'accompagnement du jeune enfant parce qu'on se rendait compte que les enfants négligés sur le plan physique, sur le plan affectif, même si on essayait de compenser toutes les lacunes, tous les manques que les enfants avaient eus par la stimulation très intensive, oui, on arrivait à pallier des fois au développement moteur, au retard de développement langagier, tout ça, ça se stimule. Mais le fait d'avoir manqué d'affection, ça ne se récupère pas. On ne peut pas récupérer un enfant qui a manqué d'affection. Est-ce qu'on peut l'accompagner pour
arriver à gérer ses émotions et tout ça éventuellement, oui, mais un cerveau a réellement besoin d'empathie et d'affection pour aller chercher son plein potentiel. Puis ça se passe dans les 5 à 7 premières années de vie. Alors si on a des médecins, des pédiatres comme ceux que vous nommez, qui nous disent qu'un enfant ne vit pas de douleur, il ne vit pas d'émotion, on passe complètement à côté, là. Ça va avoir des impacts épouvantables. On a des études, l'étude la plus récente qui est sortie à l'Université de Montréal en 2021, donc c'est chez nous, nous dévoilait justement qu'un enfant qui avait vécu de la violence éducative ordinaire dans la petite enfance, ça avait des impacts à l'adolescence sur le développement optimal de son cerveau. Donc, on voyait réellement qu'il y avait des structures cérébrales qui ne s'étaient pas développées, qu'ils étaient vraiment atrophiées. Donc ça veut dire que ça a des conséquences, entre autres, sur des fonctions exécutives. Donc, la capacité de mémorisation, la mémoire de travail, toute la capacité d'attention, ça a énormément d'impact. C'est pas rien, hein? Tout ce qu'on fait au quotidien avec nos tout-petits, c'est pour accompagner le développement de leur cerveau. Mais je comprends que tout ça, ça nous met de la pression comme parents, on se dit, j'ai une responsabilité immense. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que si vous êtes sécurisant, que vous reconnaissez que votre enfant vit des émotions, que vous êtes là la plupart du temps, pas tout le temps. Il y a des moments, comme on le disait, que vous ne serez pas dans cette bienveillance, puis c'est normal, ça ne va pas nécessairement sécuriser votre enfant. C'est dans la récurrence de vos interactions et vos interventions sécurisantes que votre enfant va se construire une sécurité affective solide et qui va être capable de se déployer à son plein potentiel et qui va être capable de faire face au stress. Parce qu'il va y en avoir du stress dans sa vie, il va y en avoir des émotions désagréables, il va peut-être même y avoir des événements traumatisants sur lesquels vous n'avez pas le pouvoir. Mais si votre enfant s'est développé pleinement avec une sécurité affective, il va être capable de faire face à l'adversité dans la vie. Et ça se passe principalement dans 0-2 ans. L'attachement sécurisant, c'est dans 0-2 ans. Alors, c'est pour ça que ma préoccupation en lien avec le bébé était très, très grande. Je me disais, il faut intervenir rapidement. C'est pas normal qu'on dise qu'entre 0 et 3 mois, un cerveau n'est pas connecté. Voyons donc, oui, le cerveau est immature, mais on s'entend que les centres de douleur, ils sont connectés là, dans le cerveau de l'enfant. Qu'est-ce que ça résonne aussi à l'intérieur de vous? On se nomme beaucoup de choses. Est-ce que vous saviez tout ça en lien avec le développement du cerveau de l'enfant? Vous autres, vous êtes dans mon groupe privé, vous savez ça. Les autres, est-ce que vous saviez que le jeune enfant a un cerveau aussi immature? Oui, et d'autant plus que moi, je vais dans les hôpitaux comme bénévole et j'ai coordonné les bébés. Et ouais, on a créé ça en Belgique parce que ça n'existait pas encore. Et c'est vrai que c'est hyper important que le bébé soit contenu, soit enveloppé, comme quand il était dans le ventre de sa maman. Et d'autant plus avec des bébés qui sont en attente d'adoption, des choses comme ça, ils ont tellement besoin d'affection. Et c'est quelque part, tout à fait comme vous disiez, c'est vraiment le besoin d'être pris, le besoin d'être rassuré. Et même quand ils sont plus grands, se dire, bon, parfois ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien comme il faut, entre guillemets, mais c'est quand même le rassurer et de dire, mais bon, malgré ce que tu as fait, je t'aime toujours et je t'aime tel que tu es. Et ça, c'est hyper rassurant, je trouve, de rassurer son enfant. Et ce que je voulais rajouter, c'était par rapport à tout ce qu'on disait par rapport à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on dit que dans les 2-3 premières semaines de vie, il y a entre 140 et 200 interventions auprès de ces bébés, surtout en néonate. Et c'est vrai que c'est tellement de l'intrusion, de l'hyperstimulation, etc. Et si après, à côté de ça, ils peuvent être cajolés, bon, les parents en priorité évidemment, mais quand les parents ont parfois des plus grands enfants, ça peut toujours être présent. Et donc c'est vraiment, et là, c'est vrai, ça me conforte dans mon sentiment de me dire, allez, c'est vraiment important d'être là pour eux et de les prendre, de les rassurer, de leur parler. Ouais, c'est vraiment primordial. Et je suis contente que entre autres, vous fassiez tout ce travail et tout cet éveil. Parce que moi, je suis doula et donc je suis doula aussi. Hein? Oui, je sais, je suis aussi sur Facebook depuis il n'y a pas longtemps, mais depuis quelques temps quand même. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir vous écouter en vrai, entre guillemets, ici en Belgique. Mais c'est vrai que c'est très important, quelque part, c'est d'autres publics et on devrait, ça devrait être, ce que vous dites, vous devriez, ce serait idéal que ce soit diffusé à un maximum de personnes parce qu'effectivement,
que le bébé soit une personne, que le bébé soit reconnu comme ayant des émotions, même s'il est tout petit. Réalisé d'entendre ça, grand-papa, grand-maman était méchant. Non, grand-papa, grand-maman ne savaient pas. Hein? Et c'est ce que je leur dis. Moi, on m'a pas enseigné ça. Alors, des fois, j'essaie de t'accompagner, puis j'y arrive pas. Je m'excuse. Je suis désolée. Je vais essayer de faire mieux. J'essaie d'apprendre, moi aussi. J'apprends avec toi. Malgré toutes les connaissances que j'ai, j'apprends, moi aussi, avec chacun de mes enfants. Puis, je répète toujours que je suis une bien meilleure mère au troisième enfant. J'ai 3 enfants. Qu'à ma première. Ma première, c'était notre brouillon, comme dit mon conjoint. Alors que le dernier, ben, je pense que j'étais bien meilleure parce que je savais plus de choses, mais surtout, je me connaissais mieux. Je connais mes déclencheurs. Je sais exactement à quel moment je vais péter un câble. Alors, je sors avant que ça arrive la plupart du temps. Et on fait un travail d'équipe aussi. Le coparentage, c'est essentiel. Si tu n'as pas de partenaire parce que tu es monoparental, il faut se trouver un allié, hein? Quelques fois par semaine, il vient à la maison, prend le volet pour moi. Il faut faire un travail d'équipe parce que c'est impossible d'y arriver tout seul, tout le temps. Ça prend un village pour élever un enfant. Alors, de se trouver une voisine significative, de se trouver quelqu'un qui vient cajoler nos bébés à la maison. Il y a des organismes qui existent pour ça. En avez-vous des organismes d'aide quand même ici en Belgique? Oui, c'est pas si mal? Ah ouais, quoi? Ouais.